vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est dans cette tempête, faites attention à vous, bien entendu, si vous êtes déjà en voiture, si vous partez dans ces départements, on vous souhaite la bienvenue avec les vraies voix et on vous tiendra bien entendu au courant avec Rémi André qui nous fera des petits bulletins réguliers. Bonjour Philippe. Bonjour David. Cécile de Ménibus. J'ai passé ma nuit à faire une enquête. Ah, d'accord. Et j'ai enquêté sur qui était l'inspirateur de l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir et j'ai trouvé. Ah, vous voulez très qu'on bien. écoute? Oui. Bah c'est parti. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con? Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons? Que les émirs, la police et l'armée sont des cons? Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Coluche, 2h moins le quart avant Jésus-Christ sur un texte de Jean-Yann. Je me dis que ça a été absolument la source d'inspiration d'Emmanuel Macron hier soir. Bah, peut-être, je sais pas. Philippe. Bon, je sais pas. Moi, je ne l'aime pas depuis Coluche ou Jean-Yann Emmanuel Macron depuis sa réélection, mais je trouve que c'est un peu méchant. Voilà. Non, c'est pas méchant. Si. Regardez sur la dissolution, les Français n'ont pas compris. Allez. Éric Revel. Oui, mais on ne le traite On pas fait un avec débat, une là, telle d'accord, on fait un dérision. débat. Alors, moi j'ai écouté l'allocution hier du chef de l'État. Ce qui m'a frappé, c'est Non, mais ça aurait pu les amis- se titrer le déni présidentiel. Vous savez, Ouais, mais- il n'est responsable de Le déni, rien. Il n'est voilà. responsable de rien. Ok. Et quand il parle de la dissolution, c'était une bonne chose, mais c'est les Français qui ont mal voté. On a l'impression qu'il a envie de dire, est-ce qu'on peut pas me changer le peuple? Oui. Et ben voilà. Mais on en parlera tout à l'heure. Bertolt Philippe. Brecht. Je sais pas pourquoi il lance un débat. Philippe. Mais comme il Moi, n'aime il pas appuie les sur un vrais bouton. débats, il en fait de faux. Allez, déjà, on vous annonce les sujets du jour, le sommaire de cette émission, le grand débat du jour, c'est à 17h30. Quel nouveau gouvernement pour la France? Se dirige-t-on vers une coalition LR, PS, Centre? Le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, s'est dit prêt ce matin à des concessions réciproques avec la Macronie et la droite pour un gouvernement au contrat à durée déterminée. De son côté, Bruno Retailleau affirme que la droite ne pourra faire aucun compromis avec la gauche. Alors parlons vrai, est-ce qu'un gouvernement de front républicain, comme certains disent, est une bonne idée? Ne serait-il pas condamné à gérer des affaires courantes vu des divergences entre LR et le PS? Et à cette question, une coalition gouvernementale allant du LR à PS est-elle possible? Vous dites non à 87%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et c'est Stéphane Rosès qui sera avec nous, politologue et président de CAP et enseignant à l'Institut catholique de Paris. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h40. La France est au cœur d'une crise politique, dissolution, reconstitution d'un gouvernement, puis motion de censure. Comment éviter les blocages politiques? Faut-il changer notre système d'élection? Faut-il revoir notre constitution? Alors parlons vrai, est-ce qu'il faut changer certaines choses dans nos pratiques politiques? Est-ce que le changement doit passer par le mode des élections des députés ou du président? Et à cette question, quelles mesures souhaiteriez-vous pour éviter les blocages politiques? Vous dites à 39% le scrutin majoritaire à un tour, à 37% le scrutin proportionnel, à 17% la fin de l'élection du président de la République au suffrage universel et à 7% l'inversion du calendrier électoral. Vous voulez réagir? Encore et toujours le 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue. Ce sont les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et là, on peut parler à Philippe Bilger. Là, on peut Voilà. dire que notre Philippe Bilger est Voilà. avec nous. Il Bonsoir. va très bien, ma chère Cécile, Tant mon cher mieux. Philippe. Vous avez regardé Parce qu'on est vendredi. Allez, très bien. Vous avez regardé la télé hier, j'imagine, cette allocution? Non, mais non, je l'ai regardé bien plus tard. D'accord, très bien. Vous l'avez regardé quand même? Je l'ai regardé, Absolument. bien sûr. Éric Revel. Et c'est un déni, comme l'a très bien dit Eric. Éric Revel. D'accord, passons par Éric Revel. Ça va, Éric? Oui, ça va. Est-ce que j'ai regardé? Oui. Oui, bien sûr, Ouais. j'ai regardé. Ouais. Oui, j'ai regardé. C'était la question où je peux pas répondre plus longuement. Mais vous pouvez. Non, mais vous pouvez. C'était juste avant. Il fallait qu'on détermine les sujets avant de J'ai parler. regardé et à la fin, je me suis dit, il manque pas d'air. Ah. Tom. Tom Moi, Conan. il avait un l'air très grave. Alors, je me suis demandé s'il avait quand même pas encore nous annoncer quelque chose du genre sa propre démission. Honnêtement, Non, ça, non. j'aurais pu m'attendre à tout. Mais la suite m'a un T'es de mauvais peu, poil, hein. m'a Il un était de peu mauvais étonné. poil. Je pensais en fait qu'il aurait dit quelque chose comme voilà, maintenant que la droite finalement a eu sa chance et qu'elle n'a pas réussi à la saisir, On va remettre peut-être- la droite. Non, on va donner sa chance à la gauche. Je pensais qu'il allait dire quelque chose comme ça. Voilà, ça n'a pas été le cas. C'est En attendant, advenu. ce numéro 0826 300 300, notre auditeur du jour, c'est Xavier qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Bonsoir les vraies voix. Alors c'est un coup de cœur, Xavier, et un coup de cœur pour cette Coupe du Monde des mamies du foot.
qui, je vous laisse finir la fin. C'est mon coup de cœur du jour, les mamies du foot du Périgord, qui font le buzz sur Internet. Parce que figurez-vous, ce sont des dames de 50, 60, 70 ans même, qui se sont réunies, qui se sont mises à jouer au foot en 2023. Et puis petit à petit, ça a fait effet boule de neige. Et maintenant, elles sont une trentaine dans le club. Et en fait, elles ont décidé de participer à la Coupe du Monde des mamies qui aura lieu en Afrique du Sud en 2025. Et pour financer leur voyage, eh bien, ce qu'elles ont décidé de faire, c'est assez cocasse et ça m'a beaucoup plu. Elles ont décidé de poser nues dans un calendrier. Ah bah c'est génial. Elles ont de 60 à 80 ans, Philippe Bilger. C'est beau, non? Ah, c'est bien, c'est bien. Ah oui, c'est Donc ça bien. risque de donner envie à Philippe Bilger d'acheter ce calendrier. J'ai eu peur. Non, mais c'est formidable. Ah, mais c'est comme drôle. ça. C'est génial. Oui, c'est bien. Mais enfin, mon Dieu. Ouais, mon Dieu. Même si on me le proposait, je ne le ferais pas. J'allais dire c'est couillu. Bah, mais... Non, mais je trouve ça très bien. Enfin, moi, mon truc, c'est plus le calendrier des rugbyman, mais chacun ses goûts. Et moi, je trouve que voilà, mais chacun doit assumer son corps quel qu'il soit. Et il y en a pour tous les goûts. Donc mais non, mais elles ont beaucoup d'humour quand même. Oui, elles ont aussi beaucoup d'humour. C'est vrai. Assumer son corps quel qu'il soit. Vous dites ça à Philippe David. Comment vous l'appelez, Philippe David? Le dodu, le replay. C'est ça, le dodu. Ouais. Ou le Et moi, je pulpeux l'appelle quand je suis bien luné. Culbuto, elle m'appelle. Le pulpeux quand je suis bien luné. Et ben en tout cas, Xavier, vous avez raison d'en parler parce que, bien entendu, on peut acheter le calendrier, ça leur permettra, c'est ça, à partir en Afrique du Sud, c'est ça? C'est exactement ça, on pourra les aider à aller en Afrique du Sud. Et puis on pourra aussi rendre hommage au corps de la femme. Parce que, voilà, les femmes, même quand elles sont un peu plus mûres, un peu plus matures, elles sont encore belles et elles sont encore attirantes. C'est beau. Eh ben, merci beaucoup, Xavier, pour ce joli coup de cœur. Il ne parle pas de vous, Cécile. Non, peut-être. Je vais peut-être faire la couve de ce calendrier. Merci beaucoup, Xavier. Vous restez avec nous dans un instant. Les 3 mots dans l'actu. Et de quoi parle-t-on? Pardon, je suis arrivé en retard, Cécile, pardon. On va parler de l'accord Union Européenne-Mercosur avec Ursula von der Leyen qui annonce la finalisation des négociations. On va parler aussi des directeurs de la prison des Baumettes menacés par la DZ Mafia. Et puis la réouverture, évidemment, de Notre-Dame de Paris. C'est demain, J-1. On en parle dans un instant, le réquisitoire du procureur. Alors, je vais parler de Sarah Kninfo. Eh ben, on en parle tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus dans Les Vrais Voix. On est ravis de vous retrouver avec Philippe Bilger, Tom Conan et Eric Revel aujourd'hui. Et vous au 0826 300 300. Et n'oubliez pas que dans un instant, vous allez peut-être pouvoir remporter un énorme cadeau puisque c'est le grand sapin de Noël Sud Radio. C'est le moment pour vous peut-être d'ouvrir ce cadeau de Noël qui pourra trôner sous votre sapin. Vous allez pouvoir peut-être gagner votre séjour de 3 jours et 2 nuits à Port Aventura World. Votre tablette tactile offerte par la Confédération des buralistes. Alors c'est simple, si vous voulez jouer et si vous voulez gagner, parce que 100% des joueurs ont tenté leur chance, 0826 300 300 et on va donner la main peut-être à Aude qui va me donner un chiffre entre 0 et 10. Aude, venez vite Aude. Le 10e appel. Le 10e appel au standard. 0826 300 300, séjour de 3 jours de nuit Port Aventura World et une tablette tactile offerte par la Confédération des buralistes. En attendant, dans 2 secondes, les 3 mots dans l'actu et tout de suite, la parole est au producteur. Au producteur. Le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Parce qu'il a été producteur de films porno et parfois ça revient. Voilà. Ah bon, c'est intéressant. D'arrêt d'essai. Et le procureur va requérir sur Sarah Kninfo qui était ce matin sur Sud Radio. En effet, mon cher Philippe, vous voyez, je ne vous baptise pas mon cher Replay. J'ai décidé d'être désagréable à votre égard. J'ai entendu Sarah Kninfo, ça n'était pas la première fois que je l'entendais. Mais je l'ai trouvée remarquable dans la forme, elle est très argumentée. Et par moments, je la trouvais presque meilleure, et Dieu sait qu'il a du talent,
par rapport à Éric Zemmour. Ce qui m'a frappé hier, ce matin, pardonnez-moi, lorsqu'elle pouvait parler, c'est le fait qu'elle a indiqué qu'elle n'aurait pas voté la motion de censure, et parce qu'elle a reproché avec délicatesse, ça c'est important, au Rassemblement national, en quelque sorte d'avoir utilisé la bombe atomique de la censure trop tôt. Si elle avait été à la place de Marine Le Pen, elle aurait attendu, elle aurait encore contraint Michel Barnier à d'autres concessions, et à la fin, éventuellement, elle aurait utilisé la motion, elle l'aurait votée avec LFI comme une bombe atomique qui explose en dernière extrémité. Je ne suis pas forcément d'accord, mais l'argumentation valait la peine d'être entendue. Moi, en tout cas, sur un plan intellectuel, moi, je comprends absolument pas la censure du RN. Quand on regarde en réalité dans les détails, les opinions de Barnier et même du programme qu'il avait suggéré d'une certaine façon et celle de Le Pen sont quand même assez proches sur pas mal de sujets. Alors, on va pas revenir sur tous les détails par rapport aux hausses d'impôts, etc., qui étaient prévues pour un petit peu faire face au déficit public qui était très important. Mais pour moi, c'est incompréhensible d'un point de vue intellectuel. Stratégiquement, je comprends très bien, question d'honneur, voilà, ne pas perdre la face, etc. Mais intellectuellement, je trouve ça totalement stupide. Éric Revel. Sur la motion de censure ou sur Sarah Knafo. C'est une super mécanique intellectuelle. Ça, il faut reconnaître que Sarah Knafo, c'est oui, elle a beaucoup de profondeur, elle a beaucoup de recul. Elle est, à mon avis, vous avez raison, Philippe, dans un ton qui est moins agressif, mais c'est pas la politicienne de l'étape, elle, vraiment. Non. Enfin, c'est Éric Zemmour qui était. Je sais pas si qui était. Donc c'est lui qui incarnait le politicien guerroyant. Elle est plus dans la réflexion et à mon avis dans la stratégie politique. Donc elle a l'épaisseur, intellectuelle pour faire tout ça. Merci beaucoup. Tout de suite les 3 mots de l'actu, c'est avec Clément Arion. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Clément, qui sont Mercosur, Baumette et réouverture. Les vraies voix Sud Radio. Premier mot dans l'actu, donc Mercosur. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, annonce la finalisation des négociations de l'accord de libre-échange UE-Mercosur. Elle était présente au sommet des pays du Mercosur à Montevideo en Uruguay cet après-midi. Aujourd'hui marque une vraie étape importante et historique. Merci à tous les négociateurs qui ont travaillé dur pendant des années pour un accord ambitieux. Le lien entre les pays d'Europe et ceux du Mercosur est l'un des plus forts du monde. Cet accord est une victoire pour l'Europe. 30 000 petites entreprises européennes exportent déjà vers le Mercosur. Beaucoup d'autres suivront. Voilà ce qu'a dit la présidente de la Commission européenne. Selon elle, l'accord permettra aux entreprises de l'UE d'économiser 4 milliards d'euros de droits d'exportation par an. Réaction immédiate, vous vous en doutez, des syndicats d'agriculteurs français. C'est plus qu'une provocation, c'est une trahison. Voilà ce qu'a dit Patrick Bénézit, le vice-président de la FNSEA. Et puis réaction également des jeunes agriculteurs. C'est un déni de démocratie, alors que la quasi-unanimité de nos parlementaires français se sont exprimés contre cet accord. Philippe Bilger, un engagement qui reflète nos valeurs, notre engagement en valeur de l'action climatique. Faire 10 000 km à du beefsteak, c'est l'engagement climatique. Est-ce qu'on n'est pas dans une troisième dimension? C'est invraisemblable, vous avez raison, et surtout ça révèle le peu d'impact de la France tout de même. Oui, et puis surtout c'est quand même l'Union européenne là qui se fragmente, parce que quand même la France, l'Italie maintenant effectivement rejette cet accord, voilà. Mais France et Italie c'est quand même deux pays très importants, donc pour l'avenir de l'Europe, c'est vraiment pas positif, quoi. C'est un peu tendu. Éric Revel. Alors plusieurs choses. La FNSE a dit trahison. À mon avis, ils ont raison dans le sens où Madame von der Leyen avait un mandat politique, mais elle savait que la France voulait y opposer son veto. Donc, à mon sens, elle a outrepassé son mandat politique en signant en Uruguay l'accord du Mercosur. Maintenant, ça va être très long. Il y a 7, 8, 10 mois de traduction des documents. Il y a des obstacles juridiques que je vais vous épargner, qui peuvent passer par le Parlement européen, par les parlements nationaux, par une majorité qualifiée. Donc, on n'y est pas. Mais ce qu'on attend, à mon avis, maintenant, même s'il est occupé à autre chose, c'est que le président de la République, Emmanuel Macron, prenne de manière publique
dise de manière publique son opposition totale à ce que vient de faire Madame von der Leyen. Il a dit que ça n'engageait que la Commission. Ouais. Oui, d'accord. Ouais. Il est intervenu. Oui, il a dit ça. Bon. Ouais. Alors, il faut à mon avis que maintenant il montre peut-être des muscles. Le problème, c'est qu'on est dans une situation politique où le principal affaibli, c'est lui. Ah, oui. Allez, le deuxième mot, Baumette. Et oui, la directrice de la prison des Baumettes à Marseille, placée sous protection. Elle a été menacée de mort sur les réseaux sociaux par un détenu de la prison, l'un des chefs de la DZ Mafia, gang de narcotrafiquants, qui se dit mécontent de ses conditions de détention à l'isolement des Baumettes. Une vidéo circulait déjà sur les réseaux sociaux cette semaine, 120 000 € promis à qui effectuerait un contrat visant déjà le directeur adjoint des Baumettes. Voilà donc les deux directeurs de la prison sous protection. Et dans la nuit de dimanche déjà, 2 hommes de 17 et 21 ans, encagoulés et armés, avaient été repérés à proximité de l'établissement pénitentiaire. Ils ont finalement été interpellés au volant d'une voiture volée à l'issue d'une course-poursuite, donc avec un équipage de la brigade anticriminalité. Philippe Bilger, c'est sans fin. Ça devient très préoccupant. Rappelez-vous déjà les magistrats et les policiers. Marseillais. Ça devient la corruption, la gangrène, c'est terrible. Mexicanisation. Ouais, moi j'ai discuté avec une fille il y a quelques jours justement qui a vécu dans ces quartiers-là. Vous avez progressé, mon cher Tom. Oui, je fréquente essentiellement des filles, figurez-vous, et de plein de générations différentes, mais qui a justement vécu dans ces quartiers, qui a son père qui habite dans une de ces cités, qui est justement gangrénée par effectivement ces conflits entre gangs, et effectivement ça semble insoluble, ça semble même s'accroître avec le temps. Bien sûr. Éric Revel. Je pense qu'on devient un narco-État. Je pense on devient un narco-État. Alors on parle de corruption, il y en a sans doute. Vous vous souvenez de cette audition des magistrats marseillais? Justement. Voilà, je me souviens aussi de la procureure de Paris qui, dans une interview au Monde, avait expliqué qu'on allait basculer là-dedans. Puis vous avez des pays qui sont tellement gangrénés que même leurs ministres sont protégés maintenant. Donc c'est plus qu'inquiétant. Non mais il y a même des pays où les ministres sont corrompus. Non mais les amis, il n'y a pas un truc qui vous dérange. Donc ça veut dire qu'il est encore en relation avec l'extérieur. Encore une fois. Quand est-ce que ça va s'arrêter ça? Puisqu'il se plaint de ses conditions de détention, ça veut dire qu'il a au moins tué quelqu'un. C'est l'usage des téléphones dans les prisons qui est constant, quoi. Et troisième mot, Clément, réouverture. Eh oui, évidemment, la réouverture de Notre-Dame de Paris, c'est donc demain. 5 ans de travaux, 700 millions d'euros de travaux. La cathédrale rouvre enfin ses portes en présence d'Emmanuel Macron et d'une 50aine de chefs d'État invités pour l'occasion. 2000 artisans, compagnons et experts ont travaillé sur la restauration. Je vous propose d'écouter Laurent Bouillot que j'ai rencontré hier. Il était tailleur de pierre sur le chantier de la cathédrale. C'est une grande fierté, c'est un plaisir partagé par tous les collègues qui étaient sur le chantier. On est sur un édifice majeur, un chantier, disons, avec une notoriété mondiale. On a la chance de bosser dessus, oui, c'est un grand plaisir, quoi. C'était tellement pressé, il fallait aller vite tout le temps que on n'a pas le temps de réfléchir. Il n'y a pas d'état d'âme, quoi. Il faut travailler, il faut avancer. On avait des objectifs, on devait rentrer dans les objectifs, quoi. Ça, c'était important. Voilà, Laurent Bouillot, tailleur de pierre sur le chantier de la cathédrale. Le programme de demain, discours du président Emmanuel Macron à 19h20, 20h15, la réouverture des portes de Notre-Dame. Et puis à 21h30, un grand concert avec notamment Clara Luciani, Vianney et Garou. Et puis, petite info en plus, la tempête Darag arrive en France. Pour finir, son passage de l'Angleterre à la Belgique va occasionner un net renforcement du vent en France, selon Météo France. 11 départements placés en vigilance orange pour la journée de demain. Le Nord, la Normandie et la Bretagne surtout concernés. Et puis dans le Sud, les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Merci beaucoup Clément Arion pour ces informations. Vous restez avec nous dans un instant. La suite de ce grand débat du jour, bien entendu. Pourquoi vous pensiez que je m'en souvenais plus? C'est mon réalisateur qui m'envoie des informations puisqu'il voit que je suis à la traîne. Mais il a raison. Retour sur l'impasse politique à laquelle fait face le gouvernement. Fort tend la main à la Macronie, à la droite, mais Retailleau reste inflexible. LR, PS, Macronie, l'union fait-elle la force? Est-ce que c'est un casse-tête finalement politique? Alors parlons vrai. Est-ce qu'un gouvernement de front républicain, comme certains disent, est une bonne idée? Ne serait-il pas condamné à gérer les affaires courantes vu les divergences entre LR et PS? Et à cette question, une coalition gouvernementale allant de LR au PS est-elle possible? Vous dites non à 86%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Stéphane Rozès est avec nous, politologue, président de CAP et enseignant à l'Institut catholique de Paris. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que nous avons une classe politique à la hauteur de l'enjeu? Nous avons une classe politique enflammée
dans les contradictions de la période. Chacun essaye de défendre à la fois ses intérêts électoraux immédiats, et il y a la situation de la France en terrible dégringolade, et là il y a un écart effectivement entre les enjeux du moment et les intérêts immédiats de survie des uns et des autres. Merci beaucoup, vous restez avec nous, on revient dans un instant, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, c'est vendredi avec Philippe David, et autour de cette table, Philippe Bilger avec Tom Conan et Éric Revel, et vous au 0826 300 300, et notre vraie voix du jour, Xavier, qui est avec nous. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On va discuter avec le chef de l'État parce que la situation du pays le mérite. Et nous avons demandé à être reçus par le chef de l'État pour lui dire ce que nous avons, nous, en tête. Pas pour se plier à ses desiderata. C'est-à-dire ? Moi, je ne suis pas dans une situation où je viens simplement plier un genou devant le chef de l'État. Et donc, ce que je suis venu vous dire ce matin, c'est que moi, je ne souhaite pas qu'on arrive en fait à une nomination ultra rapide parce qu'il faudrait se dépêcher, etc. Je souhaite qu'il y ait une négociation. Face à cette situation, ce qui est dangereuse, qui crée un vide, la droite ne doit pas fuir ses responsabilités, je le crois profondément. Nous devons continuer à travailler pour le bien des Français. Seul un Premier ministre de gauche est en mesure aujourd'hui de garantir cette orientation. Quel nouveau gouvernement pour la France? Se dirige-t-on vers une coalition LR Centre PS? Le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, vous venez de l'entendre, s'est dit prêt à ce matin à des concessions réciproques avec la Macronie et la droite pour un gouvernement, un contrat à durée déterminée. De son côté, Bruno Retailleau affirme que la droite ne pourra faire aucun compromis avec la gauche. Alors parlons vrai, est-ce que ce ne serait pas suicidaire pour LR ou ce qu'il en reste après la scission avec Éric Ciotti, ce gouvernement d'union nationale, appelez-le comme vous voulez? Y a-t-il une cohérence chez Emmanuel Macron qui reçoit le PS aujourd'hui pour faire un gouvernement de front républicain alors qu'il accusait le PS hier soir d'avoir fait partie d'un front anti-républicain en votant la censure? Et à cette question, une coalition gouvernementale allant de LR au PS est-elle possible? Vous dites non à 86%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité pour nous accompagner dans ce débat, Stéphane Rosez, qui est politologue, je vais y arriver, président de CAP et enseignant à l'Institut catholique de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. En effet, ma chère Cécile, mon cher Philippe, d'abord, je suis très heureux de parler devant Stéphane Rosez, dont j'apprécie tellement les analyses. Absolument. Et c'est un bonheur de le voir à Sud Radio. Mais une fois cela dit, je crains que la situation parlementaire soit relativement insoluble. J'espérais, quand j'entendais Olivier Faure ce matin, qu'il avait enfin compris que le détachement de LFI était nécessaire, et puis après il a émis des réserves. Je suis frappé, je termine là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est le fait que la composition de l'Assemblée nationale oblige en quelque sorte à des manœuvres, à des stratagèmes, à des coalitions qui sont contraires à toute transparence politique. C'est ça le drame, et à chaque fois que quelque chose peut apparaître comme une coalition plausible, elle est immédiatement détruite par un camp opposé qui ne veut pas légitimement gouverner avec la gauche ou avec la droite, et tout cela me fait penser que la demande de démission du président n'est pas si absurde que cela, compte tenu du blocage actuel. Éric Revel. Bon, on écoutera évidemment avec beaucoup d'intérêt ce que va nous dire et la façon dont va nous éclairer Stéphane Rosez, mais moi je ne crois pas du tout à ce socle commun, je veux dire pourquoi. Je vois pas comment et sur quelle base, par exemple, le PS ne renoncerait pas à abroger la loi sur les retraites. Je ne vois pas comment les LR, de leur côté, accepteraient, puisque c'est une des oukases d'Olivier Faure, qu'un Premier ministre de gauche vienne à Matignon. En réalité, ce qui va se passer, s'ils arrivaient à trouver un terrain d'entente, je vais vous dire,
c'est que ça va libérer un espace politique considérable et pour Mélenchon et pour Marine Le Pen. Parce qu'en réalité, les électeurs de LR ne pardonneraient jamais une alliance avec le PS. Ceux du PS se retrouveraient bien seuls en cas de dissolution pour se faire réélire sans les voix de LFI. Donc je ne crois pas que ça se fera, mais si ça se fait, ça libère, à l'insu de leur plein gré, un espace politique et pour Mélenchon et pour Le Pen. Moi, je pense que je le disais un peu tout à l'heure, la droite, elle a eu sa chance, entre guillemets, alors que d'ailleurs, elle n'avait pas gagné les élections, donc c'était même un peu un miracle pour elle qu'elle arrive à avoir Barnier comme Premier ministre. Excusez-moi, mais maintenant il faut que la gauche ait sa propre chance. On verra ensuite ce que ça donne, mais pour qu'il y ait une forme d'équité, tout simplement. Le NFP existe encore, il est effectivement en voie de dislocation, mais c'est pas encore tout à fait le cas. On verra bien ce que ça donne, et ensuite peut-être que dans un troisième tour, si j'ose dire, là il y aurait éventuellement un gouvernement d'union, d'intérêt national, je sais pas trop comment on pourrait l'appeler, qui pourrait émerger. Mais en attendant, la rigueur du résultat des dernières élections législatives encourage à nommer un Premier ministre de gauche qui représente de près ou de loin la tendance NFP. Stéphane Rosès, on le rappelle, vous êtes politologue, président de CAP et enseignant à l'Institut catholique de Paris. Vous avez entendu l'analyse notamment d'Éric Revel qui dit que ça ouvrirait un boulevard tant à Jean-Luc Mélenchon qu'à Marine Le Pen. Est-ce que vous partagez cette opinion, j'espère? Oui, je partage cette opinion dans la mesure où, ayons en tête que pour ces députés, ils ont la perspective des municipales et de la présidentielle. Et donc les arguments de vos experts sont justes. À la fois, il faut trouver un gouvernement à la France, mais le mode de scrutin fait que les uns et les autres regardent d'abord leur électorat. L'électorat RN, l'électorat LFI, anti-Emmanuel Macron, c'est un électorat populaire. Il souffre de la situation actuelle et remonte aux uns et aux autres la difficulté pour les catégories populaires et les classes moyennes fragilisées de supporter des austérités supplémentaires. Et comme le mode de scrutin n'est pas proportionnel, chacun est relié à des alliances, d'où la pression de LFI sur le PS et les autres. Donc, je suis d'accord au fond avec Monsieur Bilger. Emmanuel Macron fait comme si c'était la solution institutionnelle. Et il dit, je vais rester jusqu'au bout. Mais c'est pas lui qui en décide, c'est le pays. Ce sont les classes dirigeantes, c'est l'Union européenne, ce sont les marchés. Et donc, depuis la connaissance des résultats des législatives, je partage l'idée que seule une présidentielle anticipée avec des législatives dans la foulée permettrait que la représentation nationale soit conforme à ce qu'est le pays. Philippe Bilger. Ça a l'air insoluble quand même. Stéphane Rosès, est-ce que, à votre avis, si le président avait procédé à la dissolution durant la discussion budgétaire, est-ce que elle aurait eu les mêmes conséquences calamiteuses que celles à laquelle il a procédé et qu'il continue à justifier de manière totalement aberrante? Je crois, pour vous répondre, que dans la dissolution, ce choix que le président a dit hier, regretter qu'il a été incompris des Français. Non pas regretter de l'avoir fait, mais qu'il n'ait pas été assez persuasif. Dans ce choix, il n'y avait pas seulement la volonté de redonner la parole aux Français en les mettant au pied du mur par rapport
aux extrêmes, il y avait l'anticipation du débat budgétaire où nous sommes. Le président ne pouvait pas ignorer la situation réelle des déficits. Et donc son pari était, si je gagne, j'aurai la légitimité pour mener des politiques difficiles pour les Français, et si je perds, je refile le bébé de la crise budgétaire à des gouvernants d'opposants. Il ne s'est passé ni l'un ni l'autre, réellement. Donc, la situation est la même en pire, et au fond, pour répondre à votre question, je crois que la réaction des Français au vu de la gravité budgétaire aurait été au profit plus clairement du Rassemblement national. Éric Rebelle. Oui, Stéphane Ronzès, vous avez dit dans votre précédente intervention quelque chose qui me semble important et qui est rarement, parce qu'on n'ose pas, qui est rarement abordé, c'est la situation et l'avis pesant des milieux d'affaires. Vous avez dit à la fin de votre phrase, vous avez dit, ah oui, en fait... Les classes dirigeantes. Les classes dirigeantes, c'est, je pense, une question déterminante, parce que dès l'instant où le pays va s'enfoncer dans la crise politique, où le budget ne sera pas voté de suite, où ces chefs d'entreprise qui étaient en soutien d'Emmanuel Macron vont commencer à voir leur propre business attaqué, est-ce qu'ils n'auront pas la tentation, parmi les plus importants de ces chefs d'entreprise, Stéphane, de lui dire « Écoutez, Monsieur le Président, là, c'est plus possible, parce que en fait, c'est le cœur de notre business que vous mettez en danger. » Je vous ai dit cela parce que dans l'histoire secrète de la dissolution de Jacques Chirac, il dit que je travaillais confidentiellement pour Jacques Chirac et que c'est Dominique de Villepin qui a balancé l'info, parce que dans le qualitatif que j'avais fait pour Jacques Chirac, j'avais préconisé que le président soit en première ligne. Il a fait l'inverse. Il a laissé Alain Juppé. Mais lors de cette dissolution, j'ai bien vu, puisque j'étais parmi la dizaine de personnes dans le secret, que le choix de la dissolution venait de ce qu'après le mouvement de novembre-décembre 95 qui avait bloqué le pays, les milieux d'affaires ont fait pression sur Jacques Chirac et Jacques Pinon pour dissoudre, parce que l'analyse de Trichet des milieux européens des marchés financiers était que la France n'irait pas à l'euro. Et donc, le président Macron, on l'a vu, est assez insensible aux pressions du peuple, parce qu'il peut toujours envoyer les forces de l'ordre. On l'a vu lors des Gilets jaunes. Par contre, si les classes dirigeantes, si Bruxelles, si les marchés financiers disent il est impossible que la France, au cœur du dispositif européen, continue à s'effondrer, alors Emmanuel Macron est encore jeune et on va lui proposer un placard, mais on va lui expliquer que les vacances, c'est terminé et que les milieux d'affaires préféreront le RN ou la droite dans la cohérence plutôt que cette situation incroyable où le pays s'effondre sans État, sans gouvernement, sans stabilité. On part au 0826 300 300 retrouver Xavier de Bordeaux. Bonsoir Xavier. Vous croyez à ce gouvernement LRPS, on va appeler ça comme ça? Ou LREMPS? Oui, alors je pense que ce serait pas une solution très cohérente politiquement. Ça enverrait un signal un peu de confusion généralisée aux électeurs. Je pense qu'il serait temps, en fait, je pense comme Tom Conan, il serait temps de
donner sa chance à un gouvernement NFP, sachant qu'on sait très bien qu'il y aura une dissolution dans 8-9 mois. Donc ce serait un gouvernement transitoire, un gouvernement en CDD. Ce serait la solution de court terme, parce qu'on est dans une situation quasiment insoluble. Mais il y a quand même deux solutions. La solution de court terme, c'est d'avoir un gouvernement NFP engagé sur des mesures qui feraient consensus au sein de l'Assemblée nationale, la réforme des retraites par exemple, l'abrogation, et des solutions de long terme. Parce que cette crise-là, on a beau faire une présidentielle anticipée, comme disait Stéphane Rosès, je ne suis pas d'accord avec lui. Si on fait une présidentielle anticipée, qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque d'y avoir exactement la même chose, une tripartition de l'Assemblée nationale. Donc des solutions de long terme, pour terminer, ce serait d'aller vers une 6e république, c'est-à-dire une république plus équilibrée en termes de répartition des pouvoirs, et vers aller surtout une classe politique capable du compromis, comme c'est le cas partout en Europe, en Suède, en Allemagne, etc. Et il y a un point aussi que je trouve important de mentionner, c'est que le coût du retard est supérieur au coût de l'erreur. Ça, c'est un point qui s'applique beaucoup en économie, et en l'occurrence là sur le budget, c'est exactement ça. Le fait qu'on perde du temps, en fait, que ce soit une option de droite, une option de gauche, vous voyez, quelle que soit la coloration politique qu'on veuille donner à tout ça, prendre du retard, c'est bien pire que de faire une erreur sur telle ou telle mesure, tel ou tel dispositif. Ça, faut bien que les Français l'aient en tête. Après, il y a un effet boule de neige sur la dette, et avec le spread, vous savez, l'écart avec l'Allemagne, donc le taux d'intérêt qui va augmenter, cet effet boule de neige va s'accélérer avec le temps. Stéphane Rosès, dernière question. Emmanuel Macron a dit qu'il resterait jusqu'à la dernière seconde de son mandat. Vous pensez qu'il tiendra jusqu'au printemps 2027 ? Non, je ne le pense pas. Le dysfonctionnement, et si nous nous enlisons, c'est parce que la représentation nationale n'est pas conforme au pays. Et votre auditeur ne doit pas mésestimer que des législatives dans la foulée de la présidentielle, logiquement, le président a une majorité. Pourquoi ça ne s'est pas passé en 2022 ? Parce que le président n'a pas mené campagne aux législatives, parce qu'il n'avait pas de contrat à défendre avec le pays, parce que son élection s'était faite dans un climat de peur sur la Covid et la guerre en Ukraine. Et donc, il n'a pas eu de majorité. Mais s'il y a une présidentielle, le président va dire, le futur, tous vont dire, je demanderai des législatives permises par l'article 5. C'est la position de l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel. Il peut y avoir des législatives dans la foulée d'une nouvelle présidentielle parce que ce n'est pas le même président. Merci. Voilà. Merci. Et là, il y aura cohérence. Merci mille fois Stéphane Rosès d'avoir été avec nous, politologue, président de la CAP et enseignant à l'Institut catholique de Paris. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit, c'est beaucoup plus détendu, vous allez voir. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, aujourd'hui, c'est vendredi. Attention à vous, effectivement, avec cette tempête d'Arag. C'est ça, d'Arag. Absolument. Voilà, vous savez que c'est un nom irlandais, vous saviez ou pas? Non, c'est un nom irlandais. Voilà, c'est ça, vous le savez. Je sais ce qu'est la drague, mais la Darag, je sais pas ce que c'est. C'est une marque de whisky. Peut-être. Je suis allée regarder parce que je connaissais pas ce nom. Avec nous, bien entendu, Philippe Bilger, avec Eric Revel et bien entendu Tom, Conan et Xavier qui est avec nous. Xavier? Oui. Xavier, vous avez sonné à la porte. Vous voulez le qui c'est qui l'a dit? Il faut lancer le jingle. Allez-y.
Le jeu, c'est un corps à corps avec le destin. Les vraies voix Sud Radio. Le quiz de l'actu. Corps à corps avec le destin, c'est beau. Et le destin va peut-être frapper à votre porte, Xavier. Oui, absolument. D'accord. Absolument. Moi, je crois à tout ce qu'il dit. Allez, qui c'est qui l'a dit? Un point. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai. Emmanuel Macron. Non, mais ça, c'est une mise en jambe. C'est une mise en jambe. Allez, on monte à 2 points, Xavier. Voilà. Qui c'est qui l'a dit? Je ne vais pas me rouler par terre pour être invité à l'Elysée. J'ai un train dans 2 heures pour l'anniversaire de mon fils. J'emmène toute sa classe à la piscine à boules des Nains Beaumont. Xavier. Marine Le Pen. Non. Bardella. Non, ah non. C'est le même prénom. Briois. Mais non, c'est le même prénom. Marine Tondelier. Bonne réponse d'Éric Revel. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. J'aime beaucoup. Je connais que 2 Marines. 2 points. Et le pull aussi, Marine. Oui. Adjani. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. La France est devenue la CAF du monde entier. Bonne réponse. Absolument, c'était sur Sud Radio ce matin. Ça veut dire que vous nous écoutez, merci beaucoup. Qui c'est qui l'a dit, Xavier? Encore à 3 points. Il peut y avoir des personnalités de gauche dans ce gouvernement. Quelqu'un de gauche peut l'incarner comme Premier ministre. Il faut du fond, un accord de gouvernement. Xavier. Comme lui, par exemple. Oui, c'est un fort. Non. Gérald Fort aussi. C'est un peu des offres de service d'un ancien Premier ministre. Ah oui. Bernard Cazeneuve. Non, il est pas héros. Il a un petit côté espagnol. Louis. Valls, évidemment. Il a fait ça. C'est moi. Non, il l'a dit en premier. Ah non, Éric Bilger l'a dit en premier. Non, c'est moi. Cécile, elle a tendu le bras vers moi. Toujours disponible. Mais Éric, vous êtes un tricheur. Monsieur le procureur. En plus de Philippe David, il y aurait 2 tricheurs. J'avais dit Eric Revel. Mais bon, Xavier, vous aviez dit quoi, vous? J'avais dit Manuel Valls. Ah bah voilà, vous avez dit. Oui, mais après. Bah oui, mais comme vous avez gueulé comme des putains. Vous êtes honnête, Xavier, vous. Alors attendez, on va demander à notre réalisateur, Maxime. Vous me mettez dans la panade là. Bah oui. Non mais vous avez entendu ou pas? Moi, j'ai entendu Eric Revel, mais... Voilà. J'avais entendu Philippe Bilger. Ah oui, très clairement. Moi, je partage avec vous, moitié-moitié. Non, je refuse. Allez, on perd du temps, les gens. Allez, 3 pour moi. Allez. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Ce gouvernement ne fonctionnera pas si c'est un casting. C'est un chef de parti et eurodéputé. Qu'on a beaucoup entendu à un moment donné. Non, pas lui. On l'a entendu beaucoup. Glucksmann. Bonne réponse de Philippe Bilger. C'est pour ça que les 3 points précédents. On est obligé. Qui c'est qui l'a dit? À 2 points, Xavier. La droite ne pourra faire aucun compromis avec la gauche qui a trahi Blum et Clémenceau. Bonne réponse de Xavier. On me prend même les miens. J'en ai marre. Beaucoup trop bien. Écoutez, Philippe Bilger 6 points, Xavier 6 points. Il vous a rejoint au Diable Vauvert. Éric Revel 2, Tom Conan et Tosadonné absent. Et Xavier est honnête. Le niveau était trop élevé, vraiment. Je suis dépassé par J'offre le calendrier des manies du Périgord à Philippe Bilger. Bravo. Dédicacé par tous. Vous considérez qu'il faut de beaux corps un peu crépusculaires. C'est un produit générationnel. Xavier, merci 1000 fois d'avoir été avec nous. On vous souhaite un très très bon week-end. Vous allez faire quoi ce week-end, Xavier? Oh, je vais aller courir demain matin. J'ai un petit trail solidaire pour le Téléthon. Mais bien, il est fantastique ce garçon. En plus, vous êtes humaniste. Ouais, c'est fou, c'est fou. Ouais, vous êtes mais je ne me moque pas. Hein. Allez, dans un instant, merci beaucoup Xavier d'avoir été avec nous. 0826 300 300 si vous voulez bien entendu vous inscrire pour un des débats, celui qui arrive tout à l'heure. Dans un instant, donc le journal, la météo avec Rémi André, le coup de gueule de Philippe David. J'en ai soupé du Front républicain. Non, pas dans un instant quand même. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix ce soir avec Patrick Roger. Installez-vous, Patrick Roger. Venez nous faire un petit micro, Patrick. Voilà. Bonjour, Patrick Roger est avec nous. Bonjour, monsieur Roger. Patrick Roger. Bonjour. Bonjour, Patrick. Vous ne me censurez pas. Racontez-nous comment s'est passé à Lyon. Comment
ça s'est passé? La fête des Oui, Lumières. les lumières se sont allumées quand nous sommes partis. Bah oui. Donc je n'ai pas vu de lumière. Et puis là, vous en avez vu dans le studio et vous êtes entré. Oui, absolument. Ça résonne beaucoup dans ce studio, non? Qu'est-ce qui se passe, non? C'est parce qu'il y a du vide entre le cerveau et le crâne. Il y en a trop. Éric Revel vous dit la messe ce soir, c'est ça avec la messe. La messe avant bien sûr, demain Notre-Dame. Oui, c'est ça. Mais c'est la messe politique, la grande messe politique ou la véritable messe? Non, je peux vous réciter quelques prières, mais non, mais la messe. La messe. La messe. Qui va y aller demain? Aujourd'hui. Qui va y aller autour de cette table demain? Moi, j'aurais bien aimé y aller honnêtement parce que c'est intéressant. Si je peux y aller, j'irai. Vous avez des places, Cécile? Non, mais j'aurais. Moi, je suis invité à l'Élysée parce que Emmanuel Macron consulte. Vous avez raison, il cherche des cloches. Vous avez raison. Non, moi, j'ai rien. Tiens, d'ailleurs, c'est une bonne idée, ça. Dites aux auditeurs de vous appeler pour transmettre le numéro de téléphone à l'Élysée, puisqu'ils cherchent du monde, quoi. À la fois des ministres. Un casting. 0826 300 300. Vous connaissez le numéro? Absolument. Alors, si vous voulez, c'est la Star Academy du Premier ministre. Si vous voulez Patrick Roger, tapez 1, Philippe Bilger, tapez 2, Tom Conan, tapez 3, et puis Eric Revel, tapez 4. Éventuellement Philippe David? Tapez 6 et vous tapez 5. Non, pour moi, c'est fait. J'ai dit non. Allez, le 0826 300 300, on écoute votre message répondeur. Patrick de Bélestat dans l'Ariège. À mon avis, pour sortir de la crise dans laquelle nous nous trouvons, je pense qu'il faudrait procéder en profondeur à un changement qui serait pour moi le changement du système électoral. C'est-à-dire une élection à un seul tour, et à la limite, si les coalitions elles se feraient dès le premier tour. Ceux qui arrivent en tête ont la majorité à l'Assemblée et on distribue le reste à la proportionnelle. Bonne journée, au revoir. C'est le débat du soir. Ça n'est pas, oui, c'est bien, il anticipe et ça n'est pas bête du tout. Eh ben, on en parlera. Donc voilà. On va en parler tout à l'heure puisque là on va offrir un cadeau. Vous savez? Bien sûr. Bah oui. C'est le grand sapin de Noël de Sud Radio. Donc forcément. Le 10e alors. C'est le 10e. Ouais, c'est le moment pour vous de découvrir peut-être votre cadeau. Et avec nous au téléphone au 0826 300 300, c'est Aurore qui nous appelle de Nîmes. Bonsoir Aurore. Bonsoir. Bonsoir Cécile. Bonsoir Philippe. Comment ça va Aurore? Je vais très bien, je suis heureuse de vous entendre. Écoutez, nous on est très heureux de vous accueillir. Aurore, si vous permettez, nous allons découvrir votre cadeau de Noël. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite enveloppe? Je l'ouvre, je l'ouvre. Et dans cette carte, il y a une carte justement cadeau d'un montant de, écoutez bien, 200 € pour vous offrir des bracelets Le Vent à la Française. Alors cette marque, vous la connaissez peut-être pas et c'est un tort. C'est une marque de bracelets mixte d'excellence 100% française, confectionnée à la main, garantie à vie, ajustable, personnalisable, et vous pourrez aller voir bien entendu ou dans les 1000 magasins qui sont disponibles ou alors sur leur site internet qui s'appelle leventàlafrançaise.com. En tout cas pour vous, un bon d'achat de 200 € et vous pourrez prendre ce qui vous plaît le plus. Un très très grand merci, je suis ravie. Merci beaucoup. Vous faites quoi dans la vie, Aurore? Je travaille à l'Éducation nationale. Je m'occupe de la formation continue et de l'apprentissage. Très bien. Et vous les écoutez depuis longtemps? Oui. Et de Tom Conan, Éric Revel ou Philippe Bilger, vous préférez qui? Moi. Philippe. Mais Philippe David. Le procureur a cru que c'était lui. Ne jouez pas sur l'ambiguïté. Le procureur a cru que c'était lui. Vous portez un si beau prénom. C'est mon deuxième prénom, Philippe. Donc très bien. Mais c'est comme ça, tout le monde a gagné. Vous avez une voix magnifique, très sensuelle. Quel tombeur. Merci. En tout cas, c'est très agréable de vous écouter chaque jour parce que on a un vrai débat, on a des vraies idées et ça fait du bien. Merci mille fois, Aurore. On est très heureux de vous offrir ce beau cadeau et on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et dans un instant, écoutez bien, Aurore, le coup de gueule de Philippe David. Je vous ai dit avant le journal que j'en avais soupé du Front républicain et il est né hier soir et j'en ai déjà ras le pompon du Front anti-républicain. Et voilà, comme ça vous aurez la totale, exactement. Merci beaucoup, Aurore. On revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Autour de cette table, ils ont tous quelque chose à dire et c'est ça qui est bon. Philippe Bilger, Tom Conan, Éric Revel et vous aussi au 0826 300 300 et lui aussi, il a plein de choses à vous dire et c'est maintenant. Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve aujourd'hui du côté du palais de l'Élysée suite à l'allocution présidentielle d'hier soir. Pourquoi ? Parce que j'en avais déjà soupé qu'on nous ressorte depuis des années le fameux Front républicain et qu'Emmanuel Macron a cru bon hier soir de créer un nouveau concept, le Front anti-républicain, sobriquet utilisé à l'encontre des députés ayant voté la censure du gouvernement Barnier. Alors remettons le clocher au milieu du village une bonne fois pour toutes. Y a-t-il un parti en France qui veut rétablir la monarchie ou l'empire ou supprimer la République? Aucun. Y a-t-il des Français moins dignes que d'autres d'être représentés dans les institutions de la République? Aucun. Du moins j'espère, même si pour le chef de l'État, certains Français ne sont rien. Y a-t-il des partis dangereux pour la démocratie? Si tel était le cas, il faudrait les interdire, et comme on ne les interdit pas, j'en déduis qu'il n'y en a pas. Donc le Front républicain, c'est comme l'arc républicain, de la poudre de perlimpinpin. Tellement de la poudre de perlimpinpin que certaines semaines, le Rassemblement national en fait partie, et d'autres pas. Mais la cerise sur le gâteau est venue avec la création du concept de Front anti-républicain. Ainsi donc, voter une motion de censure serait pour le chef de l'État faire partie d'un front anti-républicain. Si on regarde les votants des plus de 80 motions de censure depuis les débuts de la Ve République, on est obligé de constater que, selon les canons de pensée d'Emmanuel Macron, François Mitterrand, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est-à-dire tous ses prédécesseurs à l'Élysée, à l'exception du général de Gaulle et de Georges Pompidou, sont tous anti-républicains puisqu'ils ont tous, à un moment ou à un autre de leur vie parlementaire, voté au moins une motion de censure. À ce stade d'inculture et de politique et de mauvaise foi, ce n'est plus de la poudre de perlimpinpin, mais de la grande guignolade en se mettant au niveau de ceux qui disent que le 49.3 est antidémocratique, puisque tant le 49.3 que la motion de censure font partie de notre Constitution. Le comique est poussé à son paroxysme en voyant ce midi le PS reçu à l'Élysée pour constituer un gouvernement de front républicain, alors qu'hier soir, il faisait partie du front anti-républicain. Grand guignolade et poudre de perlimpinpin, on trouve tout dans le front républicain. Très bien. J'approuve à 100%, excellent, mon cher Philippe. Et il est très intéressant de voir que ce front anti-républicain, dénoncé par le président, est en réalité un front républicain, puisqu'en réalité, ils ont tout à fait le droit de voter la motion de censure de l'autre, et que ce qu'ils appelaient front républicain entre les deux tours des législatives, c'était un front non républicain de mon point de vue, puisqu'on a porté atteinte à la transparence démocratique. Allez, tout de suite, on n'a pas le temps malheureusement, l'info en plus, et c'est Clément Orion qui est avec nous. Les vraies voix Sud Radio. Et Clément part en Roumanie. La Cour constitutionnelle roumaine annule l'élection présidentielle. Et oui, le second tour devait avoir lieu dimanche et la Cour qui annule pour raison de suspicion d'ingérence russe. Je cite, elle annule la totalité du processus pour élire le président roumain pour s'assurer de la validité et de la légalité du scrutin et demande à ce que l'intégralité du processus électoral recommence. Alors un peu de contexte contre toute attente. Le premier tour avait porté le candidat pro-russe, Kalin Georgescu, en tête de l'élection. Au premier tour, il est arrivé en tête avec 23% des suffrages, un petit peu à la surprise générale puisque les sondages lui prédisaient un score de 5%. Considéré d'extrême droite, pourfendeur de la guerre en Ukraine, ancien admirateur du président russe Vladimir Poutine, ce week-end, il devait donc être opposé à Elena Lasconi, maire centre-droite d'une petite ville. Alors Kalin Georgescu, il a notamment mené une campagne assez agressive sur TikTok, se montrant tour à tour à cheval ou à la piscine, des vidéos qui tournent de lui aussi en train de faire du judo avec une ceinture noire, ce qui lui a valu aussi donc d'être comparé à Poutine qui avait fait des actions similaires. La présidence roumaine évoque une promotion massive sur les réseaux sociaux par des influenceurs manipulés et plus de 85 000 cyberattaques au niveau des structures informatiques qui soutiennent le processus électoral. De son côté, la Russie a rejeté, je cite, des accusations de plus en plus absurdes. Peut-être une petite réaction
Non, mais c'est quand même incroyable parce qu'effectivement j'ai vu ça. Alors je sais pas à quel point ces gens-là ont été manipulés, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que l'influence des réseaux sociaux, de TikTok et d'autres réseaux du genre est de plus en plus importante. On peut absolument pas le nier. Après, je pense absolument pas à l'avenir que dans des démocraties comme la nôtre, on pourra s'en passer. Enfin voilà, c'est bien se passer bien ou pas. Donc il faudra faire avec, et de plus en plus, les campagnes vont se faire vraiment en ligne, de manière un peu systématique. Clément, finalement, c'est quoi la suite? Donc du coup, le processus électoral va reprendre dans son intégralité. Donc le gouvernement va fixer une nouvelle date pour l'élection, ainsi qu'un nouveau calendrier pour accomplir les tâches. Il n'y a pas chez nous. Vous avez passé de 23 à 5. Mais vous savez comment ça s'appelle, la fin des élections en Roumanie? Non. Le bout qui reste. Oh là 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 là, mon Dieu. Allez, c'est bon. Merci beaucoup, Clément Arion. Le bout qui reste. Merci Philippe. C'est le but. Il n'y a pas un pays qui s'appelle le Boukistan. Le Bucarest. On remercie Philippe. Il y a un pays qui s'appelle le Boukistan. Mon Dieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Retour sur cette crise politique qui secoue la France. Dissolution, reconstitution, mention de censure. Peut-on sauver la politique française en réécrivant les règles du jeu électoral? Ce sera aux alentours de 18h30. Et dans un instant, le tour de table de l'actu avec Philippe Bilger. Je vais parler du dernier livre de François Hollande. Avec vous, Tom. Moi, je reviens sur les artisans de Notre-Dame. Et avec vous, mon ami. Et moi, je vais m'interroger sur la stratégie de Marine Le Pen et de Barnier. Juste un petit retour en arrière. Peut-être qu'ils ont manqué une occasion de constituer l'union des droites. Eh bien, c'est dans un instant. Petite pause. À tout de suite et bienvenue, c'est Les Vraies Voix. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Très bien entouré pour cette journée de vendredi. Autour de cette table, Philippe Bilger, Tom Conan et Eric Revel et Philippe David, bien entendu. Et tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. Mais non! C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Ah bon? Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Oui, mais comment dire sans tomber dans une forme de réalisme insupportable? On n'a rien compris. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Le tour de table de l'actualité. Bravo à Maxime, notre réalisateur. Bravo. Ça fait plaisir de voir la confiance qu'il a en mon esthétique, Maxime. Philippe Bilger, la bonne nouvelle, c'est que vous avez lu François Hollande. Ah oui, et pour une fois, parce qu'on entend rarement dire du bien de François Hollande, et je le défends à la fois sur le plan politique, tout en n'approuvant pas évidemment ce qu'il a été en gros, et j'ai lu son dernier livre que j'ai trouvé très bon. Il écrit remarquablement bien, et c'est lui qui l'a écrit. Il nous donne une vision historique de l'évolution et de l'histoire de la gauche. C'est très intéressant. Il revisite son quinquennat, bien sûr, et lui donne une cohérence et une rectitude qu'il n'avait pas à l'origine, mais on ne pouvait pas lui demander d'être si lucide qu'il aurait lui-même critiqué ce qu'il n'avait pas accompli. Et dernier point, il répond à certains griefs de manière assez pertinente. Mais bref, c'est un livre que je vous recommande, que vous ne lirez pas, bien sûr. C'est pas sûr. Mais vraiment, ça vaut la peine. Mais le lire, oui. Non, il faut le coupler avec d'autres lectures. Voilà. Honnêtement, moi je le lirais probablement. C'est un grand homme d'État, quoi qu'on en dise. Et on le voit aujourd'hui avec le recul qu'on a par rapport à l'État de la gauche, l'État du pays. Grand homme d'État, si, je pense que non, mais dans le sens où il a tenu la baraque. Moi, je partageais absolument pas toutes ses idées. Je pense notamment à l'ouverture qu'il y a eu après avec Valls, la politique économique, en gros, de centre droit qu'il a menée, en fait, l'a conduit à la perte finalement et à pas pouvoir se représenter. Donc, il s'est un peu saboté lui-même. Donc, il y a eu des questions stratégiques sans doute qu'il a mal peut-être considérées. Néanmoins, après coup, voilà, il a tenu comme les institutions. La France est restée à peu près stable. Elle a traversé des crises terribles, comme vous savez, les attentats évidemment de 2015, qui ont été gérés évidemment très difficilement, mais c'est quand même quelqu'un qui a un parcours quand même assez impressionnant et qui aujourd'hui finalement on a l'impression qu'il n'est pas vraiment sur une rampe pour se relancer, il est plutôt en situation de mission pour l'intérêt général. Enfin, il me semble, pour le coup, que là, on peut le classer dans cette catégorie, ce qui le met quand même sur un certain piédestal, il me semble. Juste donner le titre, ça s'appelle Le défi de gouverner la gauche et le pouvoir depuis l'affaire Dreyfus. Voilà. Eric Revel. On peut lui reconnaître
quelque chose à François Hollande, c'est qu'il n'a pas de colonne vertébrale, il n'a pas de conviction. Il a commencé par mon ennemi, c'est la finance, vous vous souvenez ? Oui. Mon ennemi, c'est la finance, voilà. Et il a fini par décider de ne pas se représenter, vous voyez. Donc en fait, il a louvoyé pendant 5 ans. Alors, je lui reconnais une chose qui est importante en politique, parce que quand vous prenez des coups sans arrêt, c'est important d'en être. Il a un humour incroyable. Je vais vous raconter une toute petite anecdote, j'ai 10 secondes. Je faisais une interview de lui il n'y a pas très longtemps, et à la fin, je lui pose la question que tout le monde lui pose, sans évidemment imaginer qu'il va me donner la réponse. Je lui dis, mais Monsieur Hollande, vous serez peut-être de nouveau candidat en 2027. C'était avant qu'il soit candidat aux législatives. Hein. Ah oui, je précise. Et là, il me regarde, il me dit, Monsieur Revel, évidemment, je n'en sais rien, mais peut-être que vous avez gardé le bulletin lorsque je me suis présenté la dernière fois, parce que vous n'avez sans doute pas voté pour moi. Alors si vous l'avez encore, mettez-le en 2027, on ne sait jamais. C'est drôle. Excellent. Il a beaucoup d'esprit. C'est incroyable. Quand j'ai fait mes entretiens avec Ségolène Royal et lui plus tard, pour le persuader, je lui ai dit, Monsieur le Président, ça s'est très bien passé avec Ségolène Royal. Il me dit, vous avez réussi à la faire taire. Ça, c'était peut-être pas la phrase la plus heureuse. Allez, on passe de François Hollande à Marine Le Pen avec Éric Revel. A-t-elle passé l'occasion justement de l'union des droites ? Alors maintenant je dis le pire est devant nous. Hein. Je pense vraiment que la crise politique est en train de s'aggraver en France. Hein. Je voulais commencer par ça parce que là ça part dans tous les sens, et ça devient un peu inquiétant quand même. Hein, ce morcellement politique, ces socles communs qu'on trouve pas avec ça. Et on voit pas d'issue. Mais juste, quand Marine Le Pen, quand Michel Barnier était à Matignon, elle a obtenu un certain nombre de choses sur les propositions de son budget. Et moi, j'ai eu le sentiment qu'elle aurait pu ramasser sa mise un peu comme au casino, c'est-à-dire dire j'ai obtenu ceci sur les retraites, cela sur le déremboursement des médicaments et autre chose. Barnier était content parce que dans ces cas-là, il avait son soutien. Et j'aurais été Marine Le Pen, j'aurais annoncé ensuite, quand la censure n'était pas votée, ce qui n'a pas été le cas, j'aurais annoncé, mais en fait, monsieur le Premier ministre LR, vous savez ce qu'on vient de faire là tous les deux ensemble ? Eh bien, on vient de jeter les premières pierres de l'union des droites, puisque un LR accepte des propositions économiques d'un RN. Et ça aurait, à mon avis, beaucoup piégé les LR, ça les aurait mis en difficulté, et ça aurait permis à Michel Barnier de ne pas tomber sur cette censure. Vous avez raison, une union des droites au tout petit pied que Barnier n'a pas osé prolonger. Mais je vous arrête, Marine Le Pen a dit hier dans une interview qu'elle n'était pas pour l'union des droites, mais pour l'union des Français. Alors, et je rajoute, parce que elle dit ça, mais elle dit aussi autre chose parfois. Elle dit qu'en fait, elle ne croit pas à l'union des droites. Elle pense qu'elle y arrivera seule avec le RN ou elle n'y arrivera pas. C'est aussi sa position. Donc elle ne recherche pas forcément l'union des droites dont elle sait qu'elle se dérobe toujours sous ses pieds au dernier moment. L'union des droites, elle, clairement. Moi, à une époque, je le regrettais, mais je le regrettais pas. Mais aujourd'hui, je regrette un peu le bipartisme parce que finalement, le bipartisme, tant qu'il n'est pas strict et complètement isolant d'une certaine façon, ça a quand même quelque chose de clair. Au moins, ça permet aux gens de voir exactement quelles sont les grandes divergences. Aujourd'hui, plus personne ne comprend exactement qui est fondamentalement libéral ou pour plus de protection, la position qu'il a sur l'écologie, etc. C'est quand même des choses assez structurantes pour tout un chacun et pour l'avenir du pays. Donc, c'est extrêmement confus. Je pense qu'il faudrait vraiment un vrai bloc de gauche. Le NFP, c'était le cas. Je sais pas trop ce qu'il en est aujourd'hui. Il faudrait qu'à droite, ça soit tout aussi clair aussi. Mais fondamentalement, ça aiderait les gens à décider et ça, il faut aussi que les partis se contraignent à clarifier leur position sur toutes ces questions. Mais regardez, même les LR entre eux, ils sont pas. Oui, mais comment est-ce qu'ils peuvent naviguer à vue comme ça ? Moi, je comprends pas. Je veux dire, faire la politique, c'est quand même avoir des idées, une stratégie. Sinon, c'est du carnaval. Donc, je pense que c'est vraiment un moment de vérité, de clarification idéologique. Mais quand on a un président qui n'a pas de stratégie, c'est difficile. Ça, c'est un problème, effectivement. Merci beaucoup. Et Tom, petit hommage, grand hommage surtout à ces 2000 artisans qui ont permis cette reconstruction de Notre-Dame. Oui, tout à fait, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais effectivement je voulais saluer quand même donc ces 2000 artisans en effet, comme vous le rappelez, les 250 entreprises, donc des ateliers, des métiers d'art. Donc c'est vraiment toute l'excellence à la française qui a été mobilisée depuis 4-5 ans pour effectivement effectuer cette rénovation, reconstruction, puisqu'évidemment c'est une rénovation quasi intégrale à certains égards, avec quelques exemples. Par exemple,
exemple la croix du chevet qui avait été retrouvée tordue dans les décombres, complètement pliée, qui a été redressée à la main avec les mêmes techniques du XVIIe et XVIIIe siècle. Dingue, hein. On sait qu'il y a aussi l'orgue, vous savez que les 8000 tuyaux assemblés à la main, enfin c'est absolument incroyable. Il y a aussi Jean-Charles de Castelbajac, un designer qui est assez très créatif, qui a travaillé pour les plus grandes stars américaines du showbiz, depuis John Lennon jusqu'à Lady Gaga, qui lui a façonné, a conceptualisé les chasubles avec l'aide d'un atelier qui s'appelle 19M, qui regroupe lui-même plusieurs maisons d'art et qui fait un peu dans le sillage de la maison Chanel. Donc voilà, tout ça c'est vraiment tout le savoir-faire français qui ont été mobilisés. Donc effectivement, en ce moment de grande incertitude politique et un peu de déprime collective, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Oui, absolument. Un mot, Philippe. Très bien, Tom, bravo. Non, mais vraiment. Éric Revel, vous lui donnez le bon Dieu sans confession aussi. Oui, non, mais moi, je m'associe au coup de chapeau. Mais si j'avais été extrêmement méchant, j'aurais dit que la seule chose que finalement Emmanuel Macron ne va pas nous laisser en ruine, c'est Notre-Dame. Bien sûr. Mais je suis pas méchant. Il a tenu sa promesse, voilà. Je trouve juste dommage, pardon d'être vieille France, sur les artistes. Voilà, j'aurais aimé voilà des artistes, enfin ils sont des artistes, non mais peut-être des têtes d'affiche. Oui. Vous vous rendez compte quand même, pardon, j'ai l'air d'avoir 75 ans, mais Mireille Mathieu n'existe pas aux Jeux Olympiques, elle n'existe nulle part. Oui, c'est étrange. Ça reste quand même une sommité aujourd'hui en France, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et bien sûr, à mon avis, enfin voilà, on parle de rayonnement international. Encore une fois, elle n'existe pas. C'est vrai. Et on met Vianney, qui est très sympa. Mais voilà, je trouve que voilà ça. Non, vous êtes pas d'accord avec moi? Je suis d'accord. Ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Éric Revel, Philippe Bilger. Résonance, mais vous avez raison, elle a une très belle voix. Ça fait longtemps qu'on. Mais non, mais l'entend surtout plus. c'est patrimonial aussi de mettre des artistes patrimoniaux. Oui, tout à fait. Même Laurent Voulzy dans un autre genre. Mais si vous voulez, j'ai l'impression qu'on est malheureusement passé à autre chose. Je vais pas revenir sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui globalement était une prouesse esthétique et ça, mais il y a quand même des choses, si vous voulez, qui peuvent. Non mais bon voilà. Donc si vous voulez, moi j'ai rien contre Céline Dion qui est une icône internationale, mais c'est vrai qu'on aurait pu faire vibrer à ce moment-là des icônes du patrimoine français, vous avez raison. Alors, je ne sais pas si Emmanuel Macron ou Tony Estanguet savent qui est Mireille Mathieu. Mais c'est Thomas Joly. En réalité, on n'a pas voulu rendre hommage à la France. On a eu une perception très mondialiste et moi je trouve que non mais l'un n'empêche pas l'autre, mais au moins voilà, c'était juste un truc comme ça et je l'embrasse bien entendu. Allez, vous restez avec nous dans un instant, c'est un petit retour sur la crise qui secoue donc la France, dissolution, reconstitution d'un gouvernement et mention de censure, peut-on sauver la politique française? Alors parlons vrai, est-ce qu'il faut changer certaines choses dans nos pratiques politiques? Est-ce que le changement doit passer par le mode d'élection des députés ou du président de la République? Et à cette question, quelles mesures souhaiteriez-vous pour éviter des blocages politiques? Vous dites à 38% le scrutin majoritaire à un tour, à 36% la proportionnelle, à 20% la fin de l'élection du président de la République au suffrage universel et à 6% l'inversion du calendrier électoral. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. D'abord, je voudrais vous féliciter, André Bercoff, pour les invités que vous faites venir. Vraiment, votre émission, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table, une sorte de scène. Il en manque quelques-uns, mais c'est la scène théâtrale et non CENE. La scène. Philippe Bilger, Éric Revel, il y a des gens Tom plus Conan. Sanctifiables que d'autres. Oh bah oui, vous lesquels qui Bon, à part on n'est jamais mieux servi que pas que soi-même. Voilà. Bienvenue. Merci. Voilà, on s'embrasse nous-mêmes. Avec Philippe David jusqu'à 19h. Tout de suite le coup de projecteur d'ailleurs. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Jamais un Premier ministre n'avait autant tardé. 10 jours à Matignon et toujours pas de gouvernement. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée.
Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Je veux vous dire que cela restera pour moi un honneur d'avoir servi avec dignité la France et les Français. Et la France est dans cette crise politique, dissolution, reconstitution du gouvernement puis motion de censure. Comment éviter ces blocages politiques? Faut-il changer notre système d'élection et faut-il avoir peut-être ou revoir notre constitution? Alors parlons vrai, est-ce que le fait d'avoir une seule boussole qui est la présidentielle à venir n'est pas un handicap pour réformer le pays? Faut-il retoucher ces institutions? Et à cette question, quelles mesures souhaiteriez-vous pour éviter les blocages politiques? Vous dites à 38% le scrutin majoritaire à un tour, à 36% la proportionnelle, à 19% la fin de l'élection du président de la République au suffrage universel et à 7% l'inversion du calendrier électoral. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Est-ce qu'il va falloir, mon cher Philippe Bilger, à un moment donné, comme le proposait par exemple Jean-Luc Mélenchon, passer à la 6e Constitution? Moi je ne crois pas. Alors dans la hiérarchie proposée par Sud Radio, je garderai volontiers la 1, la 2 et la dernière. Ce sont des éléments techniques qui pourraient améliorer le système. Mais là où Sud Radio, me semble-t-il, a oublié quelque chose de fondamental, c'est que même si on modifiait radicalement le paysage parlementaire et l'espace politique, vous ne parviendriez pas à modifier les tempéraments et les caractères d'aujourd'hui. En réalité, il y a une dégradation profonde de la morale et de l'intelligence politique parce qu'il y a un défaut de culture. Nous n'avons plus les personnalités d'hier et même si on changeait radicalement l'Assemblée nationale, je crains qu'on y retrouve les mêmes affrontements avec les mêmes hommes et les mêmes femmes, quelles que soient les étiquettes et les partis rénovés. Moi, je pense qu'il faut déprésidentialiser le régime de la Ve République. Donc, soit effectivement avec une 6e République, soit avec une 5e République amendée sur certains points. Mais il me semble effectivement la société qu'aujourd'hui, c'est pas uniquement les têtes d'affiche, le vivier politique qui a changé, c'est également la société qui a changé. On vit à l'heure des podcasts, on vit à l'heure des réseaux sociaux. Les gens sont informés, se font également leurs propres opinions, parfois évidemment avec des fake news, etc. Mais ils ont l'esprit démocratique, disons, s'est infusé dans la société de manière beaucoup plus profonde. Voilà, on n'est plus à l'époque des années 80, 90 ou même du début des années 2000. Et donc, effectivement, ce changement de paradigme amène à effectivement une participation beaucoup plus forte des citoyens, beaucoup plus régulière, avec plus de démocratie directe et surtout avec un Parlement qui a plus d'impact qu'il a pu avoir auparavant. Éric Revel. Moi, je pense que la crise politique du moment, qui est profonde et qui s'aggrave, nous aveugle un peu. Moi, je demande à voir ce qui se passera à la prochaine élection présidentielle. Deux choses l'une. Ou bien, vous avez un président, une présidente qui sera élue et qui aura une majorité à l'Assemblée nationale. Et là, on aura une recomposition de fait. Peut-être que les Français auront tiré l'expérience précédente, c'est-à-dire de la bordélisation générale, et se diront... Bon, on va revenir et donc on va donner une majorité au président élu en 2027, ou bien ça ne sera pas le cas, c'est-à-dire qu'on aura une assemblée tripartite une fois pour toutes, et il faudra s'y habituer. Et là, plutôt qu'essayer de commencer à toucher aux institutions, c'est toujours compliqué, complexe, on ne sait jamais vraiment où mettre le curseur, peut-être qu'il faudrait qu'on change de culture politique et qu'on apprenne un peu, à l'instar de ce qui se passe en Allemagne, à travailler sur des majorités de projets, à avoir des blocs qui sont capables de s'interpénétrer, de travailler ensemble sur des choses précises, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans une crise politique non-stop après 2027. Donc, ou bien on revient à une situation un peu antérieure, c'est-à-dire que les Français tirent la leçon de tout ce qu'on aura vécu ensemble entre 2022, première majorité relative pour Macron, et 2027, ou bien c'est pas le cas, et dans ce cas, il faut peut-être apprendre à travailler autrement. Oui, mais au fond, la seule question, c'est de savoir comment on peut ramener vers la politique une partie considérable du peuple qui s'en est détourné. Mais est-ce que quelque part on n'a pas détourné des gens de la politique en faisant, c'était mon coup de gueule tout à l'heure, des fronts républicains? Lui est infréquentable, lui ne l'est pas. On peut faire ceci, mais on peut pas dire cela. Est-ce qu'on n'a pas tout fait pour éloigner les gens de la politique? Vous avez raison, parce que tout ça est opposé à la transparence et à la rectitude. Comment veut-on ramener des gens vers la politique à partir du moment où on en fait un système, une stratégie d'hypocrisie?
Moi, je pense absolument pas à un changement de culture politique ex nihilo qui adviendrait comme ça par surcroît. C'est-à-dire que la classe politique française pourrait avoir pour une fois le goût de la coalition comme en Allemagne. Elle n'aura pas le goût comme ça qui lui viendra du jour au lendemain. Il faut que ce soit une contrainte d'une certaine façon, qu'elle y soit incitée. Et comme aujourd'hui, même les partis qui sont pour une 6e République finalement, ils sont quand même malgré tout arc-boutés autour effectivement de la prochaine élection présidentielle, en souhaitant éventuellement la démission du président actuel justement pour déclencher des nouvelles élections présidentielles. Ça montre bien que ça reste quand même l'élément central, l'élément pivot dans la 5e République. Et c'est pour cette raison évidemment c'est comme ça qu'elle a été conçue à l'époque par De Gaulle, après autour de Michel Debré, des juristes en 58. Donc non, je pense qu'il faut un vrai changement dans la structure et l'incitation, et c'est le changement de culture politique effectivement qu'Éric Revel souligne, elle adviendra de surcroît, de ce fait. Éric Revel. Oui, on va être humble. On navigue en plein brouillard. Oui, non mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut. Je réinsiste sur la phrase. La crise politique en France est en train de s'aggraver jour après jour. Hein. Oui, c'est ça qu'on est en train de vivre là, parce que là, c'est. Pardonnez-moi, mais Macron fait absolument n'importe quoi là, en recevant les uns, les autres, mais pas les uns, mais pas les autres. Le PS qui veut bien, mais pas avec un premier ministre de droite. Retailleau qui dit mais moi je reviendrai pas sur je ferai pas de concessions. Enfin tout ça est absolument ingérable, ça va évidemment mal se terminer. Puis parmi les incongruités que vous soulignez tout à l'heure, Philippe David, je vérifiais, mais vous savez qu'Elisabeth Borne avait expliqué à un moment donné que LFI était hors arc républicain. Oui, bien sûr. Vous vous rendez compte? Vous comprenez que les gens ne comprennent plus rien du tout. Mais en revanche, vous savez quand même qu'on critique beaucoup, il y a de bon ton de critiquer les fonctionnaires, et finalement à droite, à gauche, tout le monde critique un peu la bureaucratie, etc. Parfois à raison. Mais là, je pense que quand même dans le moment actuel, il faut quand même rendre hommage à la fonction publique, et y compris même à la haute fonction publique, enfin bref, de tout en haut jusqu'à tout en bas, de toutes les personnes qui vont continuer à faire vivre le pays pendant les fêtes, pendant les périodes de transition, d'instabilité, parce que pendant ce temps-là, les hôpitaux, la justice, etc., ministère de l'économie, tout ce que vous voulez, doivent continuer à fonctionner. Heureusement qu'ils sont là quand même. Je vous rappelle quand même que les hauts fonctionnaires de Bercy sont gourés sur les grandes largeurs concernant les rentrées de fiscalité, les dérapages budgétaires. Ils ont été out of Africa, les hauts fonctionnaires de Bercy. En attendant, ils empruntent quand même. Non, mais ils empruntent encore beaucoup d'argent pour faire vivre l'État qui coûte beaucoup d'argent. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup, Tom Conan. Merci beaucoup. Merci à vous. Éric Revel, bravo. Quel talent. Mais vous pouvez applaudir Alex Priam qui est avec nous, puisque je rappelle ce soir il se passe des choses. Il y a la Pro D2, la Coupe d'Europe, et là, ça va chauffer. Salut Alex Priam. Salut Alex. Applaudissez-moi, ça fait vraiment très plaisir. Bonjour à tous, bonjour les vrais voix, comment ça va? On se lève par Alex Priam. Bravo. Oh là, quel honneur. Allez, on y va. Il y a un derby. Il n'y a pas un cheval de 3 dans vos actions, tout va bien. Alors il y a un derby entre des deux, Dax-Biarritz. Exactement, Dax-Biarritz ce soir, tout à fait. On voit que. Alors, derby, vraiment? Ah, bah oui, il y a 40 km entre les deux villes, alors oui. Bah oui, mais attends, Philippe, c'est pas forcément un derby. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Le derby, c'est Biarritz-Bayonne. Oui, t'as Biarritz. Alors là, c'est le super derby, là. Les deux villes se touchent, évidemment. Alors, au 0826 300 300, si vous estimez, à tort ou à raison, que Dax-Biarritz est un derby, contactez-nous. Nous vous donnerons évidemment les coordonnées de Philippe David. Oui, effectivement, ce soir, il y a un match très attendu entre Dax et Biarritz, ça c'est clair. Et puis aussi de la Champions Cup. C'est le top départ de cette saison 2024-2025 de Champions Cup avec Basse La Rochelle. Ce sera aussi sur Sud Radio, et la Challenge Cup aussi avec les Dragons de Newport face à Montpellier. Tous les rugby sur Sud Radio jusqu'à 23h avec nos spécialistes consultants Philippe Spanghero et Julien Thomas dans quelques instants. Encore une fois, on va passer une très belle soirée avec vous. En attendant, merci beaucoup à notre équipe formidable. Merci Aude, Maxime, avec Félix et Majid, et bien entendu Clément aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe David. Merci Cécile, on se retrouve lundi. Vous me manquez déjà. À 17h. Allez, salut, bon week-end et attention à vous.